to our first presentation, to our first speaker. This is Josette Rodin. She's a former worker of the Amisol factory in France, and Amisol operated an asbestos textile factory in Clermont-Ferrand, and this town was the starting point for the French asbestos ban movement. And Josette is part of this movement, and she and her colleagues, they have been fighting for justice for many, many years, and they support their colleagues to get compensation. And Josette appeared also in the film Les Sentinelles, and today she will talk about the struggle of the Amisol workers against asbestos. So please go ahead. Allez. Bonjour à tous. Mon intervention pourrait s'appeler Mémoire de lutte, quelques constats et quelques réflexions aussi. Un petit retour sur Amisol. De 1915 à 1974 à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, en France donc, Amisol est une manufacture d'amiante et d'isolant que d'ailleurs on appelait couramment l'amiante. La fibre y arrivait brute et toute la chaîne des opérations se faisait sur place, cardage, filage, tissage, tressage, bourrelet d'amiante, matelas d'amiante, etc., etc. C'était vraiment la planète amiante, à laquelle il faut rajouter bien sûr le benzène, le graphite, la bakélite et tous ces produits qu'on trouve quasiment dans toutes les usines. La densité de poussière était 100 fois, 1000 fois ce qu'on appelle aujourd'hui la valeur limite ou la norme. 271 personnes y travaillaient encore à la fermeture. Aucun suivi correct, plutôt le contraire. Aucune information, pas de précaution, pas de prévention, pas d'aspiration de masque, rien de rien. Pas de reconnaissance non plus de maladies professionnelles, forcément. Reconnaître des maladies, c'est afficher le danger. Et pourtant, des personnes y baignaient dans cette ambiance quelquefois depuis 40 ans. Aucun malade, cela relève de l'impossible. Aucune information de la part de l'employeur, aucune information des médecins du travail qui s'y sont succédés. Ce tableau incroyable mais bien réel. Et le 13 décembre 1974, la fermeture tombe. Comme syndicalistes, nous avons mobilisé les ouvriers et ensemble, on a décidé l'occupation de l'usine avec cette revendication, l'emploi, la réouverture, la reprise de l'usine. Il y a souvent des discussions, des questions et des remarques autour de ce fait. Vous vouliez la réouverture de l'usine, comment est-ce possible ? Il faut donc se remettre dans le contexte de l'époque. En 1974, quelle information avions-nous alors à propos de l'amiante ? Aucune. Ceux qui savaient dans la société, parce qu'il y en avait, se taisaient ou dissimulaient, trichaient, mentaient, falsifiaient. La chambre patronale et ses experts médicaux en première ligne. La suite le dira. Les pouvoirs publics n'étaient pas en dehors de cette logique. Pour eux aussi, le travail dans ce genre d'usine est acceptable pour les ouvriers. L'usine, c'est moche, c'est sale, mal payé, ça pue, ça pollue, très souvent ça tue même. Et alors, dans le monde actuel, rien d'anormal, c'est pire même, c'est l'ordre des choses, l'ordre du monde, je rajouterai l'ordre de leur monde. Une place pour chacun, chacun à sa place. Je ne crois pas exagérer parce que j'ai encore en mémoire les attitudes, les expressions de la direction face aux ouvriers venus demander des comptes au PDG et au directeur le jour de l'annonce de la fermeture. On peut, avec le recul, analyser tout cela, c'est toujours très facile après, mais il fallait voir l'état de choc et je crois qu'il faut même s'en souvenir définitivement. Une fermeture d'usine avec les licenciements de tous sur le champ. C'est un drame qui balaye tout. C'est à la fois une noyade, un divorce, une expulsion, tout à la fois.
On perd ses attaches, ses collègues, ses camarades même, avec qui on est tous les jours depuis des années. On perd un lieu, des horaires, un rythme qui organise sa vie. On perd ses revenus aussi, les revenus de son travail. Ça n'est pas la même chose qu'une aide sociale. On devient chômeur, chômeuse, un terrain vague, une friche, une chôme, ce qui reste après la moisson. En quelques minutes, ça me retrouve toujours quand je revis ces moments, pardon. En quelques minutes, on change de monde, on sort d'un monde. Alors l'occupation de l'usine répond aussi à cette question, à cela. Rester dans le groupe, dans la société en ayant un rôle, une activité, une fonction si possible. Une occupation d'usine, c'est toujours ponctué d'initiatives, il faut se donner un but, des objectifs, des perspectives. On prépare des manifestations, des délégations, on fait des tracts qu'il faut diffuser, il faut écrire au préfet, aux ministres, secouer les députés, alerter les médias, aller aux réunions syndicales. On a fait tout cela avec sérieux et application, courage, culot même des fois. C'est plutôt banal et c'est le lot de tous ceux qui se trouvent dans cette situation. Ça s'appelle se défendre, se battre au bon sens du mot, organiser la solidarité. Il faut aussi se préoccuper de l'opinion publique. On a fait des opérations portes ouvertes, mais il faut aussi faire attention aux nôtres, surtout même. À Misol, en décembre 1974, c'était beaucoup de personnes qui vivaient au jour le jour, des vies très précaires, comme on dit aujourd'hui, des femmes seules avec des enfants à charge, et des pères qui ne payaient pas toujours la pension alimentaire, des jeunes sans formation, des femmes dont les enfants ont grandi et qui espèrent trouver une indépendance, des travailleurs immigrés, hommes et femmes. On en était là, on était cela, on avait tout cela en charge et il fallait avancer. On ne savait pas forcément exactement où on allait, mais ce sentiment puissant qu'il fallait rester ensemble, qu'il fallait faire quelque chose, était comme un impératif. Parmi les actions qu'on a entreprises, la plupart ressemblent à toutes celles qu'on fait habituellement dans les luttes. Je voudrais en signaler une parce qu'elle est plus douce dans ce paysage sinistre. On a organisé une sorte de parrainage. Les syndicats des entreprises du département avaient en charge les familles d'Amisol et assumaient la rentrée des classes, les anniversaires, Noël et le soutien courant. C'était une solidarité de lutte qui réchauffe et qui permet d'espérer. Ainsi, il y a eu du mélange, des rencontres, des surprises, du partage, des découvertes, des gens interloqués. C'est de cela aussi qu'on a été riche. Ces moments ont dû nous donner les forces intérieures pour après, pour toujours peut-être. Et puis un jour, une délégation de l'université de Jussieu, Paris, est venue à notre rencontre. Parmi eux, Henri Pézra, celui par qui presque tout est arrivé dans l'affaire de l'amiante. Parce qu'à la fac de Jussieu, l'amiante qui avait été floquée partout se retrouvait dans les labos des scientifiques. Les plus curieux d'entre eux ont très pu devenir très vite et très bien des experts absolus, tout savoir sur la poussière du diable. Ces universitaires militants, il faut toujours le souligner, ont entrepris une sorte de tour de France des boîtes qui travaillaient l'amiante. Des journaux nationaux ayant relayé notre lutte, une délégation du collectif intersyndical de la fac de Jussieu a débarqué à Clermont et a découvert Amisol. Amisol, ces montagnes d'amiante, ces ateliers insalubres et ces lieux à l'abandon, ces ouvriers en vrac en quelque sorte. Mais au milieu de ça, notre combativité. Il fallait faire quelque chose, il fallait au moins essayer. Ce n'était quand même pas simple ni pour eux, les scientifiques, ni pour nous, mais Henri Pézra et le collectif de Jussieu ont très vite senti qu'il fallait avancer avec précaution, mais qu'il y avait l'obligation de dire, d'informer et persuader que la combativité et la vérité devaient faire quelque chose. Je vais vite pour dire ces moments cruciaux,
Mais après des hésitations, quelques faux pas aussi, liés à notre différence de monde, à notre différence de situation à ce moment précis, le chemin de la lutte, de la confiance, allait ouvrir le passage, ce moment exceptionnel de lutte commune. L'heure était venue. Une nouvelle étape allait être franchie. L'amiante tue, ce mot-clé avalé en quelque sorte, la suite allait être celle-ci. Amisol ne devait pas rouvrir, il fallait des bilans de santé, des reconnaissances de maladies professionnelles, des pré-retraites, des formations, des reclassements et une législation contraignante. On a eu les examens médicaux en 1977, c'était un engagement ministériel. Des reclassements ont été obtenus autour de quelques mairies, l'hôpital et quelques entreprises, mais il y a eu beaucoup de casses. Mais c'était sans commune mesure avec ce qui se passe aujourd'hui quand il y a des fermetures d'usines. On a obtenu plusieurs années d'indemnisation supplémentaire, c'était possible à l'époque, c'était cela à Misol. L'usine est la première bataille contre l'amiante dans les années 70. En France, autour de nous et ailleurs, dans d'autres pays, Annie Thébault-Moni, ici présente, pourrait en témoigner, les questions de l'amiante faisaient l'objet de débats très animés. Des luttes naissaient, les organisations de consommateurs avec le vin filtré à l'amiante, les flocages, tout ça était sur la table. Les résistances patronales étaient vives et se dessinait déjà la stratégie de la dissimulation. Cette démarche qui devait aboutir en 82 à la création du comité permanent amiante, l'officine chargée d'anesthésier le monde, qui a permis aux industriels de finir en France d'utiliser, d'amortir jusqu'à la corde leurs usines et leurs stocks. Un des problèmes qui très vite s'est trouvé invité dans quasi toutes les démarches et bien au-delà, c'était le rôle, l'attitude du corps médical, des médecins du travail, le rôle des structures qui sont chargées d'assurer la veille sanitaire. Cela a été difficile à plusieurs égards. On se trouvait pratiquement toujours en situation d'opposition, d'adversité, de conflit même. Leur discours était toujours sur le mode tranquillisant. Bien sûr, c'est pas très bien l'amiante, mais pas tant que ça. Et puis, il faut faire la différence entre l'amiante. Il y a la blanche, il y a la bleue. Vous exagérez sûrement un peu. Pour finir avec cette sentence qui arrivait toujours, je suis médecin, moi, je sais. Sous-entendu, vous ne savez pas. Et tout aussi sous-entendu, restez à votre place. Cela sous-tend un certain mépris qui peut mettre en difficulté, qui peut perturber, faire perdre confiance, faire perdre pied, faire vaciller. Il ne faut pas négliger ce mal-être qu'engendrent ces rapports, ces situations. Ce corps médical qui a une certaine aura, l'assurance de ceux qui vous soignent, qui quelquefois vous sauvent, ceux qui ont fait des études et le signalent, ceux qui ont des diplômes et le disent, un bon statut, de bonne manière, sont dans le confort et l'entre-soi, et nous en face. Que pèse-t-on ? Il nous a fallu apprendre à ne pas se faire prendre au piège, à ne pas se sentir petit, à ne pas se sentir moins, inférieur. C'est un apprentissage. Parler des différences de couleur, d'origine, etc., c'est tout à fait admis dans la société, dans le débat. C'est pas toujours dans la réalité, mais dans le débat, c'est admis. Mais les différences sociales, on en parle beaucoup moins. Pourquoi à l'Assemblée nationale en France, par exemple, il n'y a, à un ou deux cas près, il n'y a pas d'ouvriers. Il faut donc apprendre à se forcer, à assumer, à exprimer sa position sociale, à utiliser ses mots, son vécu, à assumer éventuellement son ignorance, mais aussi à ne pas négliger son savoir, qui, s'il est autre, n'en devient pas pour cela négligeable. On a fait cette formation-là sur le tas. On ose espérer, mais on n'est pas très sûr, que nos confrontations ont fait faire une formation aussi aux médecins. Tout cela a duré des années. C'était la première étape de notre lutte, ce moment de notre histoire où tout a basculé. Pour être
précis quant au chapitre des malades et des morts d'Amisole, il faut quand même souligner, parce que la démarche est importante, que c'est Henri Pézra qui nous a presque tenu la main pour compter les morts d'Amisole, pour que notre prise de conscience évolue, mûrisse. C'est à peine croyable à dire comme ça, mais il ne nous était pas venu à l'esprit de faire ni la liste, ni l'addition des morts et des malades. Il fallait pourtant le faire, dire Thérèse, Aline sont malades, une autre fois André, Colette sont morts depuis la fermeture de l'usine, et dire 13 morts en quelques mois, c'est plus du tout pareil. Le chiffre et la mise en commun, le rapprochement des victimes est un acte politique. Amisole a tué. Cette expérience que nous avons faite pendant ces années, dans un autre contexte social, nous a permis de voir les choses autrement, nous a donné un bagage essentiel, sûrement celui qui nous a permis d'engager la deuxième étape de cette lutte, cette fois clairement les victimes contre l'amiante pour l'interdiction et la réparation. Nous avions gardé des liens et gardé en tête les engagements ministériels qui se sont avérés non tenus, ce qui est assez courant, le suivi médical, le SPP, nous, comme on dit souvent, qui devait permettre de reconnaître les maladies professionnelles, les maladies professionnelles qui forcément allaient arriver. On en parlait un peu jusqu'au jour où on a pensé relancer la machine. Après un contact avec Henri Pézra, on a invité les anciens d'Amisole à une réunion un peu à la sauvette. 25 sont venus, le Caper est né de cette réunion. Le climat général avait un peu changé, on était en 95, sur les questions de la santé au travail, des pollutions industrielles, de l'environnement. Commençaient à éclater des scandales sanitaires, mais commençaient à se montrer aussi les connivences, les complaisances, les conflits d'intérêts. Nos interlocuteurs étaient un peu moins flamboyants qu'en 75-76 et le rapport avait sensiblement changé. Les médecins du travail, la sécurité sociale, les services prévention de la sécurité sociale faisaient cette fois un peu profil bas, étaient un peu en situation d'accusé et nous avions la certitude que l'on nous avait trompés, cela nous donnait de l'assurance. On était toujours là, du côté des victimes, et l'histoire allait dans notre sens. Porté par nos luttes et le vent qui tournait, le suivi médical a pu être mis en place. Et la première année de ce suivi, 20 ans après la fermeture de l'usine, les scanners décelaient quasiment toujours les maladies, les déclarations faites, la sécurité sociale était bien obligée de reconnaître les maladies, puis les fautes inexcusables, démarches que nous avions faites au tribunal, étaient reconnues et permettaient une indemnisation des victimes et actaient en même temps la faute d'une exceptionnelle gravité commise par l'employeur, la faute inexcusable. Mais l'employeur s'étant envolé, c'est la solidarité nationale qui payait la facture, un scandale de plus. Ainsi, depuis 1995, les anciens salariés d'Amisole sont convoqués tous les 2 ans pour suivre l'évolution de l'amiante. Une consultation dit examen clinique, une exploration fonctionnelle et un scanner. Voilà les examens qui passent. Qu'avons-nous observé ? Mis à part les actes administratifs de reconnaissance de maladies professionnelles, nous sommes absolument sûrs que le vécu des victimes est complètement différent. Être dans un collectif, ça change tout. Être suivi pour les fautes de son employeur et de la société, c'est la démarche que l'on défend. Cela ne rend pas la santé, encore que cela peut l'améliorer, en donnant aux victimes une force qu'elle n'a pas. Ce n'est plus Madame X devant le médecin un tel, mais c'est un élément du groupe. C'est l'association, le référent des médecins qui assure les actes, qui s'adresse à eux et entretiennent des contacts. C'est l'association qui, en cas de plainte des victimes ou de difficultés particulières, intervient. C'est l'association
qui, quand un interne nouveau vient dans le service de médecine du travail, le rencontre pour lui dire ce qu'était Amisol. Les jeunes médecins risquent pas de connaître cette entreprise. Le parcours est ainsi sécurisé et le poids du groupe accompagne chacun dans son suivi. Ce contexte met les personnes dans une autre situation qui permet de parler un peu plus facilement, y compris du pire. L'équipe qui anime le CAPER a dû apprendre une autre pratique militante. Cela s'est fait assez simplement parce que nous pensons toujours avec les mêmes bases. 44 ans après la fermeture de l'usine, les Amisoles qui sont encore là sont très majoritairement engagés avec nous, plutôt heureux de se retrouver et d'entretenir cette combativité solide. Il y a des moments douloureux, bien sûr, mais ça les allège de les partager et c'est pas le quotidien non plus. Beaucoup d'entre nous pensent souvent qu'Amisol et l'amiante nous ont pris quelque chose d'énorme, la santé. Et si ça tourne mal, on sait qui nous a volé la vie et on ne veut pas, si ils nous ont volé la vie, on ne va pas les laisser nous voler la mort, ni nous culpabiliser, nous rendre responsables de ce qui arrive, ce qui est très souvent du côté des médecins qui accusent le tabac de préférence. On entend encore des soi-disant experts affirmer que le suivi des salariés exposés à l'amiante n'apporte rien, bien au contraire. Le professeur Dosteinberg écrit que le suivi est souvent plus toxique que l'amiante puisqu'il entretient l'angoisse que les malades, il entretient l'angoisse. Et pour les malades, ça n'est pas très grave, mais quand on les met dans un processus de suivi et qu'on découvre des maladies, pour eux, c'est aggravé. Ainsi, ignorer évite de déprimer. Pas de suivi, pas de maladie. C'est un médecin qui dit ça. Nous sommes dans un tout autre schéma qui repose sur cette idée première, simple mais fondamentale. Chaque personne a le droit de savoir. Pour elle, pour les siens, c'est sa vie, sa santé. Chaque personne peut décider si l'information qui lui est donnée est correcte. L'empoisonnement des travailleurs est un désastre collectif qui se situe dans le cadre du travail, régi par le contrat social, le contrat de travail. Les maladies, les morts qui en découlent doivent être traitées dans cet esprit, ce rapport-là. Au risque de vous choquer, je m'en excuse par avance, mais je ne voudrais surtout pas qu'en sortant d'un hôpital, une victime de l'amiante ayant appris le pire diagnostic puisse se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu, éventuellement, pour mériter un tel châtiment ?» Notre lutte, c'est aussi contre ces idées-là. On préfère qu'ils se disent ou qu'elles se disent « système pourri, tu m'auras volé tout, mais je n'ai pas dit mon dernier mot ». C'est ça qui reste le fond de notre combat, parce qu'il peut déboucher sur la prévention. On a suivi toutes ces années près de 300 personnes d'Amisol et d'autres venus nous rejoindre. Michelin, la métallurgie, les ascenseurs, le bâtiment, l'hôpital, le CHU de Clermont est floqué à l'amiante, les garages, etc. Des collectifs militants sont nés autour de nous dans la région, à Issoire, à la Scierie des Ancises, à Commentry, avec les cancers du rein, dans l'entreprise Orange, les parafoudres radioactives. Toutes ces mobilisations à propos des risques que l'on fait subir aux travailleurs entraînent des actions qui évitent peut-être un peu le pire, mais il y a encore beaucoup à faire. On ne peut pas se contenter de ce qui est fait. Le poids du chômage pèse terriblement en négatif sur ces luttes. Il nous reste quand même l'impression que des choses ont bougent. Une question que nous n'arrivons pas à faire évoluer. Nous demandons depuis le début de notre combat qu'un centre de suivi post-professionnel et post-exposition, ouvert à tous, accessible, simple, soit créé, un lieu visible et lisible, pour que la question des maladies professionnelles, des cancers professionnels, ne soit plus une question clandestine.
Nous avons posé ce problème en prenant en référence le suivi du cancer du sein, du cancer colorectal, la vaccination de la grippe, etc. Ce qui sont les preuves que quand la société veut informer, s'engager, elle a les moyens de le faire très simplement. La sécurité sociale peut informer facilement. On nous informe qu'il faut manger 5 fruits et légumes, par exemple, mais on ne nous parle jamais des maladies professionnelles. Des spots télévisés peuvent être, et des articles de presse peuvent être consacrés aussi à l'information. C'est possible, matériellement tout à fait possible, mais c'est toujours non, parce que les cancers professionnels sont différents. Nous ne sommes pas dupes. Faire reconnaître un cancer professionnel est en lui-même un acte accusateur. On veut nous faire croire, c'est une tendance, que le cancer c'est la faute à pas de chance. Ce serait beaucoup lié au comportement personnel, aux gènes même, on l'entend aussi. Il faudrait seulement les dépister, les traiter, organiser des actions de sensibilisation, donner aux collectes, prendre une bonne mutuelle, etc. On est là dans une sorte de climat ramolli qui ne risque pas de faire diminuer les maladies et qui permet à la société d'en produire de plus en plus. Les cancers professionnels portent en eux, avec leur origine, une signature. Ils sont la signature du travail, de l'entreprise, de l'employeur. Ils demandent donc légalement déclaration, reconnaissance, réparation par l'indemnisation. Voilà le nœud du problème. Ces cancers-là, déclarés, reconnus, indemnisés, sont alors comptés et leur nombre, leur chiffre devient dénonciation. Ils réclament la prévention. Le chiffre est un fait social, une donnée politique. C'est la leçon d'Amisol pour nous. D'autres n'en parlent que comme un coût. La prévention a un coût immédiat, mais c'est une économie aussi, si l'on voit plus loin et si l'on respecte la vie des autres, évidemment. La réparation des maladies professionnelles a un coût aussi, mais ce n'est pas les mêmes qui payent. Les soins, les traitements, ça coûte aussi à la Sécu et aux malades, mais ça rapporte aussi aux labos, aux firmes et aux trusts pharmaceutiques. Et comme le système raisonne sur du court terme et des taux de profit, on continue à détruire. On détruit la santé des travailleurs, des populations, les équilibres de la planète, et la nature et tout ce qui entrave le marché. Il y a donc d'énormes raisons de fond, d'énormes raisons de fric pour refuser que les cancers professionnels soient dépistés, reconnus. C'est cet ordre-là, c'est à cet ordre-là qu'on s'affronte. On continue de se battre pour que ce centre voie le jour. Peut-être faudra-t-il qu'on invente une association originale pour le faire naître. À suivre donc. J'ai plusieurs fois cité Henri Pézra. C'est son immense engagement, ses connaissances scientifiques et humaines, rares, qui ont joué le rôle essentiel dans notre lutte contre l'amiante. Il disait comme une banalité, la science, si elle ne sert pas à améliorer la condition humaine, à quoi sert-elle ? Quand des publications scientifiques ne servent qu'à donner de la notoriété, des titres et du pouvoir à quelques-uns, à garnir des étagères après. On en arrive là à l'affaire de l'amiante, parce que dans l'affaire de l'amiante, tout était connu depuis des décennies et rien ne se passait. Il est donc vérifié que quand les victimes restent ignorées parce qu'ignorantes, tout continue. Le savoir entre quelques mains, dans quelques livres, ne suffit pas à changer quoi que ce soit. C'est la leçon pour nous de l'affaire de l'amiante. Je vous donne quelques informations à propos du pénal. On a déposé une plainte dans les années 96. En 99, le PDG a été mis en examen et une récente décision de la Cour de cassation vient de le blanchir. Je vous lis juste des extraits du communiqué. Amisol a tué, tous ces PDG du premier au dernier sont responsables. Un non-lieu a été prononcé, on s'y attendait forcément, au vu des décisions déjà tombées dans les autres affaires.
Pour nous aussi revient cette incroyable affirmation de la justice. Il est impossible de dater l'origine de la poussière qui nous a empoisonnés. C'est tout à fait grotesque. Ce jugement n'est pas construit sur des faits, des points de droit. Il révèle d'un parti pris. Cette décision pourtant rendue au nom du peuple, dans son intitulé, lui fait injure. Amisol a tué tous ses PDG du premier au dernier. En dirigeant les affaires, ont organisé l'empoisonnement qui a conduit à ce désastre, tous sans exception. Donc je ne poursuis pas davantage, j'ai conscience d'être déjà longue. Merci. Thank you, Josette. I think it is commonly known that men were and are affected by asbestos, but women were also victims, and this is what you showed in your presentation. And I think with your staying power, and you reached a lot in France. We have to see it, and I think we have to learn a lot also as trade unions of your story. So